Alors, mesdames et messieurs, nous avons une grande première aujourd'hui. Pour la première fois de l'histoire des communautés métropolitaines, la mairesse de la métropole et le maire de la capitale partageront la scène. Ils discuteront des leviers nécessaires afin de répondre aux besoins et aspirations de la population. J'invite donc Mme Soraya Martinez-Ferrada, en compagnie de M. Bruno Marchand, présidente et président des communautés métropolitaines, dans un échange qui sera animé par le directeur général de la CMM, M. Massimo Iezzoni. Je commence à dire bonjour à vous, bonjour à tous et à toutes aujourd'hui. On est bien contents, 130 personnes, c'est pas rien, pour rencontrer deux personnalités importantes pour nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une première. Mme Soraya Martinez-Ferrada, bonjour. Bonjour. M. Bruno Marchand, bonjour. Salut. Et Seigneur. Salut. OK, ça va. Je pense qu'on voit qu'à Québec, le son est très important, tout ça, c'est bien. Attends, là, salut. Puis on m'a dit, on a juste 30 minutes, ça va bien. Alors, merci à vous deux quand même d'avoir accepté l'invitation. Cette 7e édition de l'Agora, c'est assez unique parce que ça fait quand même 25 ans les deux communautés, puis c'est quand même la première fois que les deux présidents se rencontrent. Fait que les astres sont très bien alignés, comme on dit. Alors, merci pour ça. Puis, on le fait dans un contexte où les réalités des deux communautés deviennent de plus en plus déterminantes pour l'avenir du Québec. Et quand on met ces deux réalités ensemble, on parle d'un poids considérable pour le Québec. Les communautés métropolitaines de Québec et de Montréal, c'est près de 70 du PIB, 60 de la population et 110 municipalités. C'est deux moteurs essentiels de la compétitivité et de la prospérité du Québec. Des régions métropolitaines fortes en complémentarité avec les autres territoires. On a des plans métropolitains. Ils ont des orientations à long terme, à l'horizon 2050, donc on sait où on s'en va. Et leur objectif principal, c'est de s'assurer de la compétitivité et de l'attractivité du territoire et de nous maintenir à un niveau qui fait en sorte qu'on crée de la richesse et des milieux de vie durables. Mais on le sait, la réalité est plus exigeante. Finances sous pression, crise du logement, déficit d'infrastructures. Tout ça, ça limite concrètement la capacité de livrer. On a maintenant 28 minutes pour en discuter. Je commence avec notre invité, Bruno Marchand. Ma question pour commencer, c'est quoi votre vision pour Québec, pour la région métropolitaine? Bon, d'abord, il faut que je dise que je t'aime beaucoup, Massimo. Hein? Merci. Non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Puis tu vas voir qu'il y a beaucoup d'amour là-dedans. Parce que moi, j'ai une réalité d'amour à distance. Mais cette semaine, ma blonde est à Québec, moi, je suis à Montréal. Il faut vraiment que je t'aime pour être là. Je veux saluer Olivier Niquet. Olivier, continue de faire ce magnifique travail que tu fais. On l'apprécie. 3 mots. Je vais dire agilité. C'est tough pour les villes. C'est tough pour les villes d'être agiles. Il y a plusieurs élus, plusieurs administrateurs de villes. Vous savez à quel point on part d'un système qui est parfois archaïque, on part de réglementations qui nous gouvernent, qui rendent l'agilité difficile. Il faut développer de l'agilité. Je sais que c'est ce que tu cherches à faire, Soraya, ou Madame la mairesse. Et je pense que ça, c'est le maître mot de ce qu'on doit faire. Ensuite, je pense qu'on doit arrêter, et ce qui est le plus dur à faire, c'est qu'avec nos citoyens, il faut amener un monde qui change. Et parce que c'est nous qui amenons ce monde qui change, on est vus comme les porteurs du changement, alors que le changement est, malheureusement, impossible à contourner. Et ça rend la job d'élus, d'employés municipaux, ça rend la job de la société civile, de ceux qui veulent amener des changements, extrêmement difficile. D'autant plus que dans plusieurs changements qu'on essaie d'amener, on n'a pas encore vu les conséquences du statu quo. Un exemple de ça que vous connaissez tous, on a développé nos villes par le fait qu'on se disait quand il y a des besoins, on va aller en périphérie, soit développer une nouvelle ville, ou soit développer de nouveaux secteurs, puis on va construire des quartiers à faible densité. Et là, on se disait, les gens vont pouvoir accéder à la propriété de cette façon-là. À Québec, ça a été comme ça. Plein de villes au Québec, ça a été comme ça. Et on a décidé de ne plus agrandir nos périmètres d'urbanisation pour plein de raisons, évidemment écologiques et environnementales, mais bien au-delà. Nous, il y a des secteurs qu'on nous proposait de développer depuis qu'on est arrivé au pouvoir, dont la rentabilité se mesurait sur 35 ans. Ça prenait 35 ans d'avoir un retour financier comparable à l'investissement qu'on faisait pour ouvrir le secteur. Et ça, c'est sans parler des coûts sur
évidemment le transport, sur les défis de communauté, de desservir. Alors, on ne fait plus ça. On construit la ville sur la ville. Mais ça veut dire que le vieux modèle d'être propriétaire, d'avoir accès à une maison, il est complètement devenu caduc. Et on blâme les élus de ça, alors qu'on est arrivé à terme d'un développement qui ne tient plus la route sur un paquet de facteurs. Alors, comme élu, ça suppose parfois d'être au devant de la parade puis d'expliquer que le modèle change, puis que non, l'accès à la propriété classique qu'on a vécu les plus vieux d'entre nous ne sera plus possible pour les plus jeunes et qu'on est en train de transformer une ville. Alors oui, ça suppose l'agilité, mais il va falloir être nombreux à travailler ensemble, parce que si c'est juste une mairesse de Montréal qui le porte, c'est trop lourd pour les épaules d'une seule personne ou d'un président, une présidente de communauté métropolitaine. Ça va supposer qu'au Québec, on rebâtisse un nouveau modèle, et ça suppose d'envoyer le message aux citoyens qu'il faut changer alors qu'ils ne sont pas sûrs de comprendre pourquoi. C'est un immense défi. Effectivement, Soraya, la même chose pour toi, la vision? Oui, bien, je ne vais pas répéter tout ce que Bruno a dit. Je pense qu'il y a plusieurs éléments là-dedans qu'on s'en est parlé quand même plusieurs fois. Moi, je te dirais, pour moi, au niveau de la région métropolitaine, c'est une chose que je souhaiterais dans les prochaines années, c'est qu'on soit une région unie, une région influente, une région qui se donne les moyens pour arriver à nos ambitions. Puis ça veut dire quoi? Accélérer la construction de logements, réellement trouver des solutions sur le transport structurant de diverses autres régions, pas juste celle de la région de Montréal, mais l'ensemble de la région métropolitaine. Puis aussi avoir une relation renouvelée avec le gouvernement du Québec. Parce qu'on va se le dire, puis tu l'as dit tout à l'heure, Massimo, 70% du PIB du Québec, c'est les deux régions métropolitaines, Québec et Montréal. Et on ne peut pas être traité de la même façon. On doit être traité avec respect, avec dignité, mais aussi avec un réel souhait de partenariat. On a, nous, on met beaucoup d'argent, mais on a beaucoup d'énergie. On est plusieurs municipalités. Je pense qu'il faut que le gouvernement du Québec voit que quand tu parles de changement et de solutions aux défis que nous avons, qu'ils soient sociaux ou économiques ou autres, bien, c'est les municipalités qui vont porter ces changements-là. Puis il faut à ce moment-là qu'on soit à la table de décision avec le gouvernement du Québec, ce qui malheureusement, souvent, on ne l'est pas. Et je pense que ça va faire partie des changements qu'on devra avoir. Fait que moi, une vision d'avoir cet esprit d'être une région influente, forte, agile, comme tu disais tout à l'heure, mais aussi avec un réel partenariat avec le gouvernement supérieur. Bien, parlons-en. On va s'en aller sur le logement. Oui. C'est le dossier qui concerne tout le Québec, particulièrement la région métropolitaine. On sait qu'on doit livrer du logement. C'est quoi vos propositions pour accélérer la livraison de logements? Là, on est rendu dans toutes sortes de marchés, mais aussi celui le plus important, le logement hors marché et abordable. On va commencer par Soraya. Bien, je pense qu'il faut voir le logement comme un continuum d'offres. Il n'y a pas une seule solution au logement. Le logement est intimement lié à la crise de l'itinérance qu'on vit actuellement. On ne peut pas dissocier les deux. Donc, il faut travailler sur la prévention, il faut travailler sur le soutien social qu'on donne à nos personnes en situation d'itinérance, il faut travailler sur le logement de transition, il faut travailler sur le logement hors marché, puis il faut travailler sur l'accès à la propriété. Ça, là-dessus, je pense qu'il faut donner aussi à nos jeunes familles, réduire l'écart générationnel de l'accès à la propriété. Fait qu'il faut travailler sur toutes ces solutions-là, et chacune de ces solutions-là demande des approches différentes. Fait que nous, à Montréal, par exemple, on a pris une approche qui est beaucoup plus une approche de partenariat financier. La Ville de Montréal met sur les 10 prochaines années plus de 575 millions en investissement pour aider le logement. On a acheté des terrains, on a acheté des bâtiments. Il faut changer la façon dont on travaille pour accélérer justement les logements. Donc, je pense que ça passe encore une fois par une stratégie de partenariat très différente. Sur l'itinérance, on a créé un fonds d'appariement avec le privé. Il faut que le privé vienne donner un coup de main aussi. Je pense qu'il faut changer la façon, le paradigme, la façon dont on aborde la question. C'est pas juste les paliers de gouvernement supérieur qui vont trouver des solutions, mais il faut aussi que les municipalités en soient à la table. La CMM, tu le sais, ça fait des années que la CMM finance et donne de l'argent au niveau du logement. Je pense que c'est cette façon de voir comment on va être tous à la table pour s'assurer qu'on avance réellement sur la construction de logements. Bon, c'est sûr que les permis, puis il faut aller plus vite, puis les coûts de construction, il faut que ça coûte moins cher. Il y a un paquet d'autres affaires qu'il faut faire, mais je pense que ça part à la base par nous voir, nous aussi, les municipalités, comme un partenaire dans la construction de logements. De ton côté, Bruno?
Bien, en 2 ans, on a tout transformé. On n'a pas eu la plus grande croissance au Canada de toutes les villes canadiennes, 24 sur 25, par hasard. On a transformé notre culture interne complètement. Et le maître mot, c'est agilité, mais le maître mot, Sorel l'a dit, parfois les villes, on se prend pour Dieu. On nous donne du pouvoir, puis on fait, ben moi, du pouvoir, on va l'utiliser. Et moi, je résiste, et je demande à mes équipes de résister à ça. On redescend sur le plancher des vaches, on est partenaire, tu l'as dit, on est égal à égal. Je ne suis pas capable de faire ce que les développeurs, les promoteurs font. C'est impossible. Et je ne souhaite pas que ma ville se mette à construire du logement. On n'est pas bon. Ce n'est pas ça notre core business. On a besoin de partenaires fiables et on a besoin de travailler avec eux des solutions pour comprendre leur réalité et qu'ils comprennent la nôtre. Et souvent, on tombe dans l'extrême que si on est partenaire avec des promoteurs, ça veut dire qu'on couche avec les promoteurs et qu'on permet n'importe quoi. Ça n'a pas rapport. Ça n'a fucking pas rapport. Non. Ce qui a rapport, c'est qu'on a besoin des promoteurs pour construire nos villes, puis on a besoin des villes, des CMM, on a besoin pour avoir des plans, pour créer quelque chose qui est cohérent et qui ne répond pas juste à des aspirations de profit, mais qui répond à la capacité de loger, de se déplacer, de vivre dans des contextes intéressants. C'est ça qu'on est capable de créer. Mais ce n'est pas parce que tu t'assois d'égal à un promoteur que tu deviens corrompu. Tu travailles avec un partenaire, tu dis, voici la ville, ce qu'on a comme plan, voici ce qu'on a comme communauté comme plan, voici où on s'en va, comment on travaille ensemble pour réussir à cet objectif-là qui est commun, les tiens, les miens et ceux des partenaires. Première des choses. Deuxième des choses, on a transformé notre culture interne pour faire en sorte qu'on arrête d'être compliqué et simplifier notre machine. On a eu des résultats extraordinaires et encore là, nos premiers mois de 2026 sont encore mieux que l'année passée, ce qui est exceptionnel, ce qu'on n'avait jamais vécu à Québec. Puis je ne sais pas si Stéphane Boyer est dans la salle, mais moi, je suis un peu d'accord avec le fait de résumer ça, ça prend des grues dans une ville. Puis moi, j'en veux des grues, puis on en a des grues présentement, ça construit. Et ça parle du dynamisme d'une ville. Pourquoi? Parce que c'est aussi ça qu'on fait. On construit une ville sur une ville. Ça suppose le faire différemment, mais ça suppose que nos premiers officiers, ça suppose que nos élus, on ne soit pas toujours en train de dire « Oui, la crise du logement, c'est important, mais il faudrait que ça se construise dans l'arrondissement à côté. » Moi, j'ai des élus comme ça, qui me disaient « Ouais, mais là, ça, non. Si on veut atteindre nos chiffres, quelle part, toi, tu fais pour faire une différence? » Pas faire n'importe quoi, mais faire une différence. Et je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait depuis 2022. Et on le fait avec le gouvernement du Québec, et ça, je dois souligner l'audace du gouvernement du Québec sur le projet de loi 31. On est la ville au Québec qui l'a le plus utilisé, qui nous donne des leviers extraordinaires pour sortir du « not in my backyard », le pas dans ma cour, sans faire n'importe quoi. On demande aux promoteurs d'amener une plus-value sociale, une plus-value environnementale à leur projet, et ça marche. Ça accélère de 8 mois les délais, et accélérer de 8 mois les délais, c'est des coûts qui coûtent moins, c'est des appartements qui coûtent moins. Alors, sur l'abondance, on est là-dessus. Sur le logement social et abordable, on n'en a jamais fait autant. En 4 ans, on n'en a jamais fait autant à Québec. On est passé de 10 millions à 51 millions d'investissements par la ville. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut plus de prévisibilité. Il faut travailler encore mieux que le gouvernement du Québec pour amener de la prévisibilité sur le long terme. Il faudrait tripler nos chiffres pour être capable d'arriver à des taux de logement social et abordable qui sont respectueux d'un marché et qui ne sont pas juste tributaires d'un marché. Il y a des villes au Canada qui sont à 12, 15, 20 de logement social et abordable au monde, plus 20 mais au Canada, 12, 15 alors qu'au Québec, souvent, on est à 6, 7, 8, 10 Ce n'est pas assez pour faire en sorte que le marché, qui ne se régule pas de lui-même pour les gens qui ont le moins de besoins, réponde à leurs besoins. Il faut trouver un équilibre plus grand. Il faut construire plus de logements sociaux et abordables. Et oui, l'intermédiaire est une solution, mais si on déplace les capitaux du social et de l'abordable vers l'intermédiaire et qu'on fait moins de social et d'abordable que d'intermédiaire, on va avoir un problème. Alors ça, c'est un piège présentement. Puis là, on rentre dans le dossier des infrastructures. Parce que là, on a des ambitions en logement, mais là, les infrastructures, ça commence à être un défi. Le maintien des actifs, le développement. Quand on parle, par exemple, de transport en commun, bien oui, on veut le maintien des actifs, mais aussi du développement parce qu'on veut créer des milieux de vie durables. J'aimerais ça vous entendre, puis peut-être parler un petit peu de l'intervention qui a été faite avec Montréal, l'UMQ et Québec sur les infrastructures en eau. C'est un gros dossier aussi, puis ça va être traité à l'UMQ la semaine prochaine. On va commencer par Bruno, parce qu'il était là à la conférence de presse il y a une couple de semaines à Montréal. Nous autres, on utilise la même quantité d'eau qu'on utilisait il y a 10 ans. Par la réparation de nos conduites et par la gestion de l'eau et par la réglementation très sévère sur l'utilisation de l'eau. Fait qu'on n'a pas d'enjeu d'approvisionnement en eau, puis on n'a pas d'enjeu de traitement des eaux usées, malgré que notre ville, on a gagné énormément de logements dans les dernières années et donc d'habitants. Cependant, ça reste un défi, les infrastructures. Et là, on le dit au gouvernement du Québec et l'Union des municipalités du Québec a raison. Il faut arrêter les cristis d'appels à projets
qui prennent un temps, qui sont supposés s'en venir, qui sont souvent insuffisants et pour lesquels les villes travaillent. Et si elles ont déposé un PFT, ça va, mais si elles ont commencé à travailler, elles ne peuvent pas être soutenues financièrement parce que si le projet est commencé, on ne donne pas d'argent. On attend la réponse vient, ça se fait 1 an plus tard, les prix ont monté. C'est catastrophique en termes de finances publiques. Moi, je crois beaucoup à cette demande qui est de dire, un peu sur le modèle de la TEC, qui est de dire, demandez aux villes ou aux communautés ou au MRC de déposer un plan de gestion des actifs. Dites-nous quel est l'état de vos actifs. Dites-nous ce que vous allez faire. Montréal, là, c'est des gens super compétents. C'est quoi votre plan sur 10 ans? Ils le savent déjà. Donnez-leur l'argent, puis laissez-les gérer. Demandez-leur pas de proposer un projet pour un petit pont, un petit ponceau, un petit barrage, une petite usine. Laissez les élus gérer leurs priorités. Même chose dans les villes du Québec. Laissez-nous déposer un plan des actifs crédible. Donnez-nous l'argent qu'on va adosser, nous aussi. Puis demandez-nous une reddition de compte à la fin. Arrêtons d'y aller par appel, par projet, parce que ces infrastructures, présentement, ça fait quelque chose de catastrophique et notre bilan se détériore. Alors, pour qu'il s'améliore, il faut complètement revoir la façon de financer les infrastructures. Il faut faire confiance aux villes. Je pense qu'on peut y arriver, mais ça prend un sérieux coup de bord. Tu sais, ça revient à dire, traitons pas les villes comme n'importe quel autre projet de développement. Tu sais, on n'est pas en compétition, là. On peut-tu juste s'asseoir avec Québec et dire, OK, nous, Montréal, là, c'est 2,5 milliards d'investissements en infra, là. Bien, je peux-tu m'asseoir avec Québec et dire, OK, bien, voici mes priorités, puis qu'on se fasse un plan de financement commun. Je pense qu'il faut nous voir, encore une fois, comme des partenaires. Les besoins d'infrastructures sont immenses. Toutes les infrastructures, c'est quoi, 70 des infras qui sont dans les municipalités? L'ensemble du Québec, là, si tu prends toutes les infrastructures qui font que ça fonctionne, là, 70 des infrastructures sont dans les municipalités. Fait qu'il faut qu'on soit vu comme des partenaires réels, puis quels sont les plans d'investissement nécessaires pour que ça marche. Pour que moi, dans ma rue Notre-Dame, qu'on en parle depuis 40 ans, là, je peux-tu finir par la faire, t'sais? Non, mais sérieux, là, je veux dire, à un moment donné, tu as le port de Montréal, c'est le plus grand port au Québec qui longe de la rue Notre-Dame. Ça fait 40 ans qu'on parle de la rue Notre-Dame. Pour faire Notre-Dame, ça va probablement me prendre 3-4 milliards. Mais tu sais, à un moment donné, c'est tout ça qu'on veut si on veut avoir un réel transport de logistique qui est fonctionnel, pas juste pour Montréal, pour le Québec, parce que toutes les marchandises passent par le port. Fait que ça, c'est ces genres de conversations qu'on doit avoir avec le gouvernement du Québec, puis ces conversations sont inexistantes parce qu'on passe par, comme tu dis, des appels de projets, puis des appels de propositions qui finissent plus de finir, tu sais. Il faut faire confiance aux villes. Ben oui. Il faut faire confiance aux villes et présentement, à ne pas faire confiance, il y a un coût énorme qu'on paye. Qui le sait pour tel MRC, ce qui est le mieux que les gens de la MRC, mais qui dépose un plan, puis que le Québec, après ça, avec le financement qu'eux autres accordent, on leur fasse confiance. Sinon, on est en train, je ne sais pas combien, mais Mme Plante m'avait déjà dit ça. Vous avez, je pense, des dizaines, si ce n'est pas des centaines d'employés qui font annuellement de la reddition de comptes. Ça doit être la même affaire chez vous. C'est ridicule. On paye du monde à ne faire que de la reddition de comptes. Je ne suis pas contre la reddition de comptes, là. Mais à un moment donné, on peut-tu le faire sur des grands plans, puis après ça, permettre aux villes d'avancer, puis de mettre l'argent là où on est capable d'exécuter les besoins. Parlons un petit peu de transport collectif. Je ne sais pas s'il applaudissait pour le transport collectif, là, mais... Les deux. Mais là, le transport collectif, quand même, on a un dossier où le financement est à réfléchir pour l'avenir, là. Oui, mais tu sais, je pense que c'est il y a 2 semaines à peu près que j'ai fait un commentaire. J'ai écouté, là, enfermez-vous dans une salle, là, puis signez l'entente entre Québec puis Ottawa. Tu sais, à un moment donné, là, je veux dire, sur le montant d'argent, on perd de l'argent parce qu'on n'est pas capable de s'entendre sur « OK, tu veux-tu me donner le data de ton achalandage? Donne-le, le data de l'achalandage. » Tu sais, à un moment donné, là, on peut-tu avancer? Parce que pendant que nous, on s'ostine sur les ententes qu'on doit faire, bien, il y a d'autres provinces qui, elles, avancent à vitesse grand V, pour faire un petit jeu de mots, dont toute la région d'Ottawa, la région de Toronto. Toronto, là, ils ont un plan d'une station de métro par année. Par année! Non, mais sérieux, là. Je veux dire, à un moment donné, là, il faut qu'on ait l'ambition. On a l'ambition, on a Ottawa qui veut donner de l'argent, mais go! Puis je vais rajouter à ça, là, on n'aurait jamais dû arrêter de construire des stations de métro à Montréal. C'est une catastrophe d'avancer par grands coups puis d'arrêter parce qu'on perd l'expertise, parce qu'on est imprévisible, parce qu'on n'amène pas de la concurrence, on n'amène pas des entreprises ici.
On devrait avoir un plan sur 20 ans, dire où on s'en va dans l'Est de Montréal. Qu'est-ce qu'on fait avec le REM sur les phases 2, 4, 8, 10, 12, 14? Qu'est-ce qu'on fait? Y aura-t-il un tramway qui s'en va à Repentigny? Comment vous décidez ça? Qu'est-ce qu'on fait avec la phase 2, 3 du tramway à Québec? Qu'est-ce qu'on fait avec Gatineau? Qu'est-ce qu'on fait avec l'ensemble des villes? Sherbrooke, c'est quoi le plan de développement? Et venir dire au monde entier, voici sur 20 ans ce qu'on va investir en milliards pour permettre d'arriver avec des entreprises qui vont venir ici, créer de la concurrence, diminuer les coûts et garder l'expertise dans ces entreprises qui vont nous permettre de développer à long terme du transport collectif. L'Ontario, présentement, investit énormément dans ces transports collectifs, puis nous autres, on est à la remorque, en pout-pout, sur le petit vélo en arrière, en regardant l'Ontario nous dépasser comme ça. On a un sale problème présentement, et à chaque fois qu'on bâtit un projet, on fait face à des immensités de problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas les étudier, là. Puis je ne veux pas écœurer les gens de Mirabel, là, mais présentement, sur le TGV, là, tout le monde a une demande. Tout le monde veut avoir sa petite part. Tout le monde veut avoir sa station. Tout le monde... Bien, savez-vous quoi? Le trajet qui est le plus à risque présentement, là, c'est Québec-Montréal. Parce que c'est pas Montréal-Ottawa qui va arrêter parce qu'il est déjà presque en construction. Puis Montréal-Toronto va se faire. Puis tant mieux, c'est bon. Il faut que Montréal-Québec se fasse. Mais si à chaque fois qu'on a un grand projet, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas nommé les irritants et qu'on ne doit pas trouver des solutions. Là. Je suis juste en train de dire, si à chaque fois qu'on a un grand projet, on a toutes les raisons de l'arrêter, puis je peux vous parler en connaissance de cause avec le tramway à Québec, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on retarde, ça fait que ça coûte plus cher, ça fait que c'est interminable, ça fait que les entreprises ne veulent pas venir ici parce qu'ils voient l'imprévisibilité. Si on veut créer du transport collectif, ça prend un plan à long terme. En Finlande, pas plus cave que les Finlandais, là, sont capables de voir sur 20 ans comment ils vont développer à Helsinki leur transport. Des lignes de métro, des lignes de tramway, des lignes d'autobus. Et on est capable de présenter une vision. Et je pense, et à Montréal, vous pouvez nous aider beaucoup, là, parce que vous êtes plus avancés, là, il faut qu'on arrête de conjuguer le transport collectif comme étant des « ou ». C'est juste des « et ». Chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le métro, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son auto. Chaque fois qu'il y a quelqu'un dans le tramway, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son auto. Chaque fois qu'il y a quelqu'un sur un vélo, c'est pas quelqu'un qui est dans son auto. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui marche, c'est pas quelqu'un qui est dans son auto. Il n'y a aucune concurrence avec la voiture. Puis, nous, on a une radio là, qui n'est pas très pro-transport collectif. Mais il est temps au Québec qu'on se réunisse et qu'on se dise qu'il faut que les projets avancent. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire que c'est bon pour une ville quand on développe de la mobilité intégrée. C'est bon pour une ville, pas juste comme Montréal. C'est bon pour Laval, c'est bon pour Repentigny, c'est bon pour Sherbrooke. C'est bon pour nos villes d'être capables de se déplacer entre Sherbrooke et Montréal avec du transport collectif de qualité. C'est bon pour notre économie, c'est bon pour la capacité d'attirer des travailleurs ici. C'est bon pour faire en sorte que des gens soient capables d'acheter ou de louer des maisons, et au lieu de mettre 11 000 $ par voiture sur chaque famille, quand tu es rendu à 2-3 voitures par famille, c'est un poste de dépense de fou. C'est ce qu'on est capable de se créer en collectif et le coût de revient. C'est pas normal que présentement, on soit encore en train de se demander si on devrait faire un peu plus de transport collectif, puis quelle vision on devrait avoir pour la prochaine année. On devrait être en train de penser aux 20 prochaines années. Ça, c'est bon. Là, on va parler d'itinérance. Vous êtes quand même les deux maires qui sont très engagés pour trouver des solutions. On sait que toute la campagne électorale de Soraya, en grande partie, on a parlé d'itinérance, puis elle veut enrayer ce fléau. Même chose pour Bruno. Je commencerai par Soraya. Comment on va régler cette crise-là? Bien, d'une part, on ne va pas en parler comme un fléau. On va en parler comme une crise humanitaire. On va en parler comme une responsabilité collective nationale. Puis on va en parler comme on doit tous faire notre part. Ça inclut le politique, le privé, tous les quartiers de Montréal, puis maintenant la CMM, parce qu'on le sait maintenant, l'itinérance n'est pas uniquement dans les centres-villes de nos villes. Puis non, c'est pas vrai qu'il y a de l'immigration d'itinérance, hein? Que j'ai déjà entendu ça, tu sais. C'est des immigrants d'itinérants. Non, ça n'émigre pas un itinérant. On devient itinérant dans vos villes. Donc, il y a un enjeu majeur, puis comme je disais tantôt, il faut le lier à la question du logement, c'est bien évident. Puis aussi à la question du filet social qu'on va donner. Parce que l'itinérance, c'est des enjeux de santé mentale, c'est des enjeux de toxicomanie. Donc, on ne peut pas dissocier ces enjeux-là, et ça va prendre du temps. C'est pas vrai qu'on arrive puis on prend des gens, on les met dans un autobus, là, puis on va les mettre quelque part, puis on va régler ça. Ça marche pas comme ça.
Puis il faut que dans chacune de nos prises de position, on parle de l'itinérance, parce que c'est pas normal que dans un pays comme le nôtre, un pays du G7, qu'on n'ait pas la capacité de vraiment donner une solution réelle à l'itinérance. Puis ça va passer par la prévention, parce que vous le savez, on met tellement d'argent en itinérance. Là. On n'a jamais autant mis d'argent en itinérance que maintenant, là. Tout palier de gouvernement confondu, puis que l'itinérance continue à augmenter. Fait que ça veut dire que ce qu'on est en train de faire, bien, c'est pas en train de régler le problème. Donc, il faut vraiment se poser la question de comment on ferme le robinet de l'itinérance. Ça va aussi passer beaucoup par la prévention, par justement le logement social et abordable hors marché, par du logement, oui, de transition, mais avec du réel accompagnement. Mais ça va demander une coordination entre Montréal, Québec, Ottawa, parce que, encore une fois, c'est pas nous tout seuls qui avons la solution, c'est pas Québec tout seul qui a la solution. Puis actuellement, il y a beaucoup de conversations qui se sont faites longtemps en vase clos, puis il faut être tout à la table. Nous, c'est ce qu'on a fait à Montréal. Cellule de crise, go, il faut se mettre, il faut se parler, puis avoir un réel plan d'action pour y arriver, mais ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qu'on va régler demain matin. Bruno? Le temps change. Les temps changent, puis récemment, on a vu des choses. D'abord, pour une première fois en 8 ans, on a une première ministre qui a nommé le mot itinérance. Ça, c'est un gain. Il était temps. Pas parce que c'est une, mais parce que M. Legault ne le nommait pas. Donc, on va commencer par nommer les choses. C'est sûr que c'est les villes, c'est sûr que c'est les gens qui sont ici. Quand on dit qu'il y a de l'itinérance à Saint-Pierre-les-Béquets, là, c'est sûr que c'est les maires, mairesses, conseillers, conseillères, les administrations qui ont ça. Fait que c'est sûr que pour les autres paliers de gouvernement, il y a moins un grand sentiment d'urgence. C'est dans nos conseils, c'est dans nos quartiers, c'est les commerçants, c'est les médias. Les effets sont délétères à côté, notamment d'abord sur les personnes, tu as tout à fait raison, sur les personnes qui le vivent, les groupes communautaires qui sont au front. Et pendant ce temps-là, on dirait qu'on a de la misère à faire avancer les choses. Moi, depuis 4 ans, l'UMQ a travaillé super fort. Là, je sens que ça bouge. Puis, je ne sais pas si vous avez suivi récemment, mais Mme Fréchette, la première ministre, a nommé que l'itinérance était une de ses priorités. Merci. Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, hier, est sorti avec un plan en disant on va atteindre l'itinérance zéro, on va réduire l'itinérance, on va se donner 20 ans. Moi, c'est ce que je nous souhaite. Je nous souhaite des politiciens et des politiciennes, puis tous les autres partis, on va les surveiller de près, puis on va être là pour les critiquer sur la place publique s'ils ne font pas un job dans leur plateforme électorale. Il faut avoir de l'ambition. Appelez ça itinérance zéro, appelez ça n'importe comment. Je m'en fous. Le chiffre qu'on vise, c'est zéro. Pourquoi? Parce que c'est pas normal, parce que c'est pas acceptable, parce que c'est quelqu'un qui souffre, parce que c'est quelqu'un, quand on y offre des solutions, c'est drôle, il les prend. Puis il y a toujours quelqu'un pour nous rappeler, ouais, mais les itinérants, ils veulent rester dans la rue. C'est drôle, à Québec, on travaille avec des gens, là, puis 90% d'entre eux, dès qu'on est prêt à leur offrir un logement, là, ben, ils le prennent. Oui, ils ont besoin d'accompagnement, puis tu as raison, Soraya, ça ne se fait pas par magie. Mais 80% de stabilité résidentielle pour les itinérants avec qui on travaille, qu'on sort de la rue. Pourquoi? Parce que ça marche, parce que c'est possible. Alors, je résume en disant, ça prend quoi? Ça prend de la volonté politique. J'espère que tous les partis vont s'engager dans un Québec sans itinérance. Appelez ça comme vous voulez, là, dans un Québec sans itinérance, dès octobre. Pour faire quoi? Pour mettre des solutions avec une première volonté politique, des statistiques. C'est pas normal qu'on ait des statistiques aux 4 ans présentement. On fait un décompte, nos organismes communautaires, nos SUS travaillent ça, mais dans 4 ans, on aura peut-être d'autres statistiques. Ce qui se mesure s'améliore. On veut savoir ce qu'on fait, puis ça s'améliore-tu? Parce que s'il y a plus d'itinérants dans la rue, on a beau travailler avec cœur, on n'est pas assez bon. Puis la troisième chose, c'est exactement ce qui est nommé. C'est du logement accompagné. Puis qu'on ne pense pas que ça coûte cher. C'est pas vrai. Parce que présentement, puis l'UMQ l'a bien sorti, ça coûte le double de tolérer l'itinérance visible. Ça coûte le double de tolérer l'itinérance dans la rue sur l'ensemble de ce que ça coûte à une société, et d'abord en coût humain sur la personne qui le vit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on ne s'en soucie pas? Parce que c'est un petit peu au service de police, parce que c'est un petit peu à l'association de commerçants, parce que c'est un petit peu à la santé, parce que c'est un petit peu partout. Fait que tout le monde a une partie du budget, personne ne met ça ensemble, mais au final, on souffre de finances publiques qui investissent pas assez pour prendre soin du monde. On a une catastrophe humaine et en même temps, ça nous coûte plus cher que si on réussissait à loger ce monde-là. Faisons la mathématique qui est la bonne, mais surtout, ayons le cœur à la bonne place. Le Québec n'est pas plus fou que la Finlande. La Finlande a diminué de 90% son taux d'itinérance. On est capable de faire mieux. Soraya a raison, ça ne prendra pas 2 ans, ça ne prendra pas 4 ans. Mais si on ne s'engage pas, on n'y arrivera jamais. Il nous reste 1 minute chacun. La question qui tue, si vous avez une chose à changer demain matin pour aller plus vite, ce serait quoi, Soraya? C'est une question piège pour moi, celle-là, là, parce que je sais ce que je dirais, mais je te dirais que... Non, dis-les. Moi, ce que je souhaite, là, c'est qu'on gouverne la grande région métropolitaine
comme une grande région unie, influente, indépendamment de ses défis de gouvernance. Wow! Ça, c'est bon. Que Québec n'a pas comme enjeu. Ouais, non, j'ai pas ça comme enjeu. Ça roule comme un rouleau compresseur, ça avance. Je ne redirai pas ce que j'ai déjà dit. Mais oui, je vous souhaite ça. Je vous souhaite ça parce que le Québec en a bien besoin. Je nous souhaite cette capacité de débattre, je nous souhaite cette capacité d'avoir de l'ambition, de la remettre en question, mais une fois qu'on l'a choisi, d'avancer. Je nous souhaite un Québec qui réalise que ce qu'on ne réussit pas, ben c'est l'État de New York qui le fait, c'est l'Ontario qui le fait, c'est les Maritimes qui le font. Puis on a beau, comme ville, pas être sujet à être attaqué ou à être en concurrence, bien, je vais juste vous donner l'exemple des ports. Ce qu'on ne réussit pas dans la vallée du Saint-Laurent avec nos ports, bien, la business, elle se fait à New York, elle se fait à Savannah, elle se fait à Moncton, elle se fait à Halifax, elle se fait ailleurs. Puis pendant ce temps-là, bien, c'est des cargos qui s'en viennent ici, par train ou la plupart du temps par camionnage, et qui influencent nos routes, et qui influencent nos coûts, et qui influencent notre écologie. Alors, je pense qu'on a bien besoin, comme Québec, de se rassembler, de remettre en question les projets, mais une fois qu'on a décidé d'avancer comme un rouleau compresseur, parce que le succès de Montréal, le succès de Québec, le succès de l'ensemble de nos régions, Québec et Montréal aussi étant des régions, c'est notre succès collectif, et parfois on fait du surplace. Je nous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition, parce qu'il n'y a rien qui nous arrête si on a cette ambition-là, et surtout la volonté de le réaliser. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. C'était fantastique. Il va falloir prendre ça, avoir une autre demi-heure à un autre moment donné. Merci à Bruno, Avec merci à plaisir. Soraya. Merci. Merci de votre engagement.